Dans le premier tiers du XVIIe siècle, on estime que la population parisienne double, passant d'environ 200 000 habitants à plus de 400 000. Lorsque Henri IV monte sur le trône en 1594, il découvre une ville totalement ruinée, en proie à une terrible insécurité. Il met en place une politique de grands travaux qui sera continuée par Louis XIII et modifiera durablement la physionomie de la capitale. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'architecture religieuse et les palais royaux, réservant l'étude de l'urbanisme et de l'habitat particulier à une seconde conférence le mois prochain. Donc un rappel chronologique, donc nous allons couvrir la période qui va du règne d'Henri IV au début du règne de Louis XIV, disons la minorité de Louis XIV, puisqu'il prend le pouvoir en main et son pouvoir personnel débute en 1661, donc à la fin de notre période. Et cette période est caractérisée justement par deux minorités. La minorité de Louis XIII, qui va de 1610 à 1617, parce qu'en fait, jusqu'à 1617, il laisse gouverner sa mère et ses conseillers, et la minorité de Louis XIV, qui, elle, va de 1643 à 1661, et pendant cette période, c'est la période très agitée de la Fronde, donc ce n'est pas une période très bénéfique pour l'architecture et les arts. Donc voilà, il y a ces deux périodes troublées et en même temps, c'est l'arrivée des temps modernes, le monde change fortement et ce changement va se faire sentir dans l'aspect général, dans la physionomie de Paris. Donc la dernière fois, nous avions présenté l'église gothique de Saint-Gervais-Saint-Protais, église gothique construite au XVIe siècle, et nous avions déjà vu la façade de Saint-Gervais, qui est une façade, elle, classique, puisqu'elle date de 1620, elle a été construite entre 1616 et 1621, et elle va fortement influencer toutes les réalisations parisiennes pendant tout le XVIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est une façade composée de trois niveaux, donc un rez-de-chaussée et deux étages, et on voit les trois ordres, l'ordre dorique sur les colonnes du bas, l'ordre ionique au milieu, et l'ordre corinthien, selon le schéma le plus classique, en haut. Comme la nef gothique est très haute, vous avez cette partie centrale qui représente la nef qui est elle aussi très haute, tandis que le bâtiment ensuite est beaucoup plus bas. Et encore là, il y a les bas-côtés, hein, normalement, les contreforts des bas-côtés. Donc voilà l'aspect général de cette église qui va être repris par d'autres églises, mais si je vous ai mis aussi Saint-Gervais, si on commence par Saint-Gervais, c'est parce que je tenais à vous présenter un tableau qui se trouvait à l'intérieur de l'église, ou plus exactement le carton d'une des tapisseries de l'église. Parce que ce tableau de très grande dimension fait 3,67 m sur 6,80 m. Il est actuellement au musée du Louvre, dans une salle consacrée à Philippe de Champaigne, et il est accompagné d'autres tableaux de même dimension. C'était les cartons, c'est-à-dire les modèles grandeur nature, pour les tapisseries des Gobelins qu'on tissait pour l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Donc les tapisseries étaient exposées dans l'église et ornaient l'église, et les cartons, qui sont des œuvres picturales absolument magnifiques, était dans la sacristie. Alors quand à la Révolution on a pillé, saccagé l'église, par miracle les tableaux de la sacristie n'ont pas été vandalisés et ils ont intégré à partir de cette époque les collections du musée du Louvre. Alors voilà, Saint-Gervais et Saint-Protais qui sont deux jumeaux.
censés vivre au IIe siècle après Jésus-Christ, qui avaient refusé d'adorer l'empereur parce qu'ils étaient chrétiens, qui ont été condamnés à mort par Néron. Et vous voyez ici Saint Paul, là, en vert, Saint Paul, qui présente les deux martyrs à Saint Ambroise et qui lui révèle cette histoire tout à fait inconnue. Alors ça, Saint Ambroise, c'est l'évêque de Milan au IVe siècle après Jésus-Christ. Et je vous le dis tout de suite, Saint Ambroise n'a jamais eu cette vision et n'a jamais eu la révélation de l'existence de Saint Gervais et Saint Protais, qui sont, on en est absolument persuadé aujourd'hui, des saints tout à fait légendaires. On ne commence à parler d'eux qu'à partir de l'an 1000. Et on ne trouve leur histoire racontée que dans la légende dorée de Jacques Voragine, en 1260. Donc, malgré tout, le culte des saints, Saint Gervais et Saint Protais, était très présent en Italie et en France. Et d'ailleurs, les paroissiens parisiens avaient consacré une église à ces deux saints. Alors, vous remarquez l'admirable travail de Philippe de Champaigne, en particulier cette foule dans un clair-obscur digne de Rembrandt, et la tête du saint de Saint Ambroise, absolument remarquable. L'attitude générale de Saint Gervais et Saint Protais nous paraît un peu trop grandiloquente, mais à l'époque, bien sûr, ça passait. Et là, vous voyez, dans ce détail, vous appréciez mieux le travail des portraits dans la pénombre, et surtout l'admirable travail, le modelé et les détails dans la tête de Saint Ambroise, et la précision, la minutieuse avec laquelle les pages du livre ont été peintes. Donc c'est un très très beau morceau de peinture de Philippe de Champaigne, qui en même temps faisait ici simplement un modèle pour une tapisserie. Donc c'était pas son chef-d'œuvre, c'était une œuvre de commande très particulière. Mais il s'est appliqué, il y a mis tout son cœur et il a fait un très grand morceau de peinture. Donc il y a deux autres tableaux au moins de cette même dimension au Louvre, pour deux autres tapisseries, elles aussi bien sûr disparues. Et j'ai choisi celui-là, mais les autres aussi sont très beaux. Ça va mettre tout le travail, toute l'application de Philippe de Champaigne et tout son art. C'est un des peintres majeurs de cette époque. Un autre tableau de Philippe de Champaigne, aussi très célèbre, c'est l'ex-voto de 1662, qui représente la guérison miraculeuse de sa fille, qui était religieuse, et qu'on appelait sœur Catherine de Sainte-Suzanne, qui était malade depuis des mois et plus d'un an, 14 mois, nous dit-on dans la dédicace, et à force de prière, les religieuses de Port-Royal, elle était elle-même religieuse à Port-Royal, ont réussi à la guérir, et c'est pour ça que Philippe de Champaigne a peint cet ex-voto. Donc ça, si, c'était bien sûr pour souligner la foi, la dévotion de Philippe de Champaigne et son obédience à la tendance janséniste. Et la mère Angélique Arnaud, c'est la mère supérieure du couvent de Port-Royal, des Champs, qui se situe dans la vallée des Chevreuses, pas loin des Vaux de Cernay. Ce courant janséniste est très important en France. Alors Jansen, c'est un Suédois, comme son nom l'indique. C'est un théologien et qui a élaboré une théorie de la grâce et du libre arbitre. Alors bon, c'est très difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, mais en somme, c'est la question de savoir, le libre arbitre, c'est le fait que l'homme est libre de choisir le bien et le mal, et que Dieu le récompense s'il choisit le bien. Mais les jansénistes, Jansen dit que l'homme ne peut trouver la voie du bien que si Dieu lui donne la grâce qui lui permet de distinguer le bien du mal. Et les canons de l'Église disent que non, tous les hommes n'ont pas besoin d'être touchés par la grâce pour faire le bien, c'est leur décision d'eux-mêmes. Bon, voilà la théorie très sommairement résumée, mais derrière cette théorie, il y a un véritable rigorisme
surtout français, les jansénistes sont des gens très rigoureux qui veulent se consacrer à Dieu, se détournent de tous les plaisirs et prônent l'austérité et la frugalité dans tous les actes de la vie. Et ceci, ça s'oppose fortement à la tradition de l'époque, de l'Église de cette époque, tradition manifestée par le courant et la congrégation jésuite, qui se répand partout, et qui trouve souvent, à travers ce qu'on a appelé la casuistique, des moyens d'absoudre les gens de leurs plus gros péchés, en disant, attendez, suivant comment on regarde les choses, et suivant quelle était votre intention, au fond, vous avez poussé quelqu'un dans l'escalier, mais vous n'avez pas l'intention de lui faire mal, vous vouliez simplement vous protéger vous-même, bon, enfin, etc. Je caricature un peu, mais vous trouvez ça bien mieux expliqué, bien mieux décrit, avec beaucoup d'ironie, dans les fameuses, le recueil de lettres de Pascal qu'on appelle les provinciales, qui ridiculent la casuistique et qui attaquent constamment les jésuites, et qui le fait avec beaucoup d'humour et d'ironie, dans une langue française que Voltaire déjà considérait comme la plus belle, et de nos jours encore, que les provinciales, on les lit avec plaisir et avec délectation, parce que c'est plein d'ironie, et ça se lit très facilement, contrairement aux pensées de Pascal, qui sont, à mon avis, presque illisibles. Là, au contraire, c'est un livre dont on se délecte et qu'on peut lire et relire. Donc ce mouvement janséniste, ça devient un mouvement très rigoriste, religieux, mais c'est aussi très vite un mouvement politique qui s'oppose à l'absolutisme royal en disant que non, tout ne dépend pas du roi pour le droit, ni de Rome pour la religion. On se méfie des ultramontains, hein, ceux qui sont au-delà des Alpes, les Romains, mais qu'en fait l'homme, un peu comme les protestants, a une connexion directe avec Dieu, ou doit du moins la rechercher, et que les lois de Dieu passent devant les lois des hommes. Vous voyez que ça, c'est un sujet qui est encore d'actualité. Donc, on aura ce courant janséniste qui va s'affaiblir. Louis XIV trouvera le moyen de bien l'affaiblir et qui va finir par presque disparaître dans les siècles suivants, mais qui sera encore très présent dans les mentalités. Et on dira que les prêtres révolutionnaires, et ils sont nombreux, et ils ont un rôle très actif au début de la Révolution, eh bien, étaient des jansénistes et appartenaient à ce courant janséniste. Alors, la mère Arnauld, elle a écrit la chose suivante: « Tout le plaisir qu'on prend des choses visibles diminue d'autant la vie de la grâce. » Donc ça montre très bien ce courant, à la fois très rigoureux, et qui place cette rigueur, cette quête d'absolu, au-dessus des lois et au-dessus du pouvoir politique, ce qui, bien sûr, n'est pas très favorable à l'épanouissement du royaume. Alors nous avions vu l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, ici. Nous continuons la rue Saint-Antoine, et à quelques centaines de mètres, nous tombons sur l'église Saint-Louis des Jésuites. Alors aujourd'hui, cette église s'appelle Saint-Paul-Saint-Louis, mais elle est toujours là. Et voilà sa magnifique façade. Alors vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de la façade de Saint-Gervais. Visible, voilà Saint-Gervais, voilà Saint-Louis. Donc on est très proche, on est dans la continuité. Donc cette église Saint-Louis des Jésuites, les Jésuites s'installent en France et vont être utilisés par le pouvoir central pour lutter contre les protestants, et aussi pour réévangéliser le peuple, parce que au moment de la réforme et de la contre-réforme, hein, donc la réaction de l'Église à la réforme protestante avec le fameux Concile de Trente dont j'avais déjà parlé la dernière fois, on s'aperçoit qu'en fait la foi populaire est très tiède et bon, pas très soutenue. Si vous vous souvenez de vos lectures du collège, peut-être avez-vous lu le Lutrin de Boileau, et vous savez que dans cette satire, eh bien, il y a un couple populaire
et qui n'est pas marié. Il y avait encore beaucoup de gens à cette époque-là, dans les couches populaires, qui vivaient hors mariage. Donc, quand on vit hors mariage dans un monde comme ça, très marqué par la religion, c'est que vraiment, on ne pratique pas trop la religion. Donc, les jésuites avaient une mission d'évangélisation et qui se déroule, qui s'épanouissait complètement sur les autres continents, en Afrique, en Inde et en Amérique, mais qui se déroulait aussi en Europe et en France, parce qu'il fallait réévangéliser le peuple. Donc le mouvement, et puis bien sûr lutter contre le protestantisme, donc le pouvoir central s'appuyait beaucoup sur les jésuites. Alors cette église jésuite, elle a été construite de 1627 à 1641 par des architectes jésuites, Martelange et Deran, et on voit que c'était l'église du noviciat des jésuites, donc le collège des novices était attenant, hein, et cette église donc s'inspire, on le voit, pardon, dans la façade de Saint-Louis des jésuites. Voici une vue prise sur Google Earth pour vous montrer l'église vue de haut, parce que cette église, malgré sa façade typiquement française, suit le modèle des églises qu'on va appeler jésuites. Certains disent « Ah oui, le style jésuite, il ne faut pas parler de style jésuite ». En fait, comme toutes les églises construites sous l'impulsion des jésuites suivent le même plan et que ce plan est repris d'ailleurs par les autres églises, même quand elles ne dépendent pas des jésuites, quand on parle du style jésuite, on sait toujours tout de suite de quoi on parle. Alors de quoi parle-t-on? On parle d'une nef unique, d'une croix latine, c'est-à-dire le transept se trouve dans la partie supérieure de la nef et pas au milieu comme dans la croix grecque, et d'une croix latine, d'un transept surmonté généralement d'une coupole et d'un chœur assez court, parce qu'il n'y a ni chapelle déambulatoire, ni un chœur profond pour les chanoines, parce que les jésuites, eux, sont là pour évangéliser le peuple, et aussi pour l'éduquer, hein, bien sûr, le rôle de l'éducation est important pour les jésuites, donc ils ne passent pas leur temps à chanter les offices, donc on n'a plus besoin de ce chœur profond. Donc ce plan-là, on le retrouve, on le voit toujours grâce à Google Earth sur l'église, la maison mère, l'église initiale des jésuites, puisque c'est l'église du Jésus à Rome, qui a été construite entre 1568 et 1584, et vous voyez la proximité des deux plans vus d'avion ici grâce à Google Earth. Alors, ce qui caractérise ces églises des jésuites, c'est une façade relativement sobre et un intérieur éblouissant. Il s'agit, à travers les fastes des cérémonies religieuses, d'éblouir le peuple, les fidèles, et donc d'utiliser cette richesse pour sanctifier le nom du Seigneur et impressionner les foules. Alors voici la façade du Jésus, vous voyez qu'elle est assez différente des deux façades qu'on a vues jusqu'à présent. Alors le style jésuite, c'est généralement une façade à deux niveaux, le troisième c'est juste le fronton. Les bas-côtés sont masqués par des volutes en façade, les contreforts des bas-côtés, au-dessus des bas-côtés sont marqués par des volutes en façade, et sur la façade on voit des pilastres et des colonnes engagées, rarement des piliers ou des colonnes détachées. Et on utilise le style, le chapiteau corinthien à chaque niveau. Donc voilà, et toujours des niches pour représenter les saints tutélaires ou les personnages les plus importants du moment. Donc ça, c'est la façade du Jésus à Rome. Mais quand vous voyez l'intérieur de l'église du Jésus à Rome, c'est une splendeur. Et vous voyez qu'il y a énormément de dorures, des fresques qui débordent sur les murs, du stuc,
Et je ne résiste pas au plaisir, bien que ce soit un peu extérieur à notre sujet, de vous présenter le plafond de la nef de l'église du Jésus, donc qui a été peint par Battista Gauli de 1670 à 1683. Et vous voyez, ça c'est Ignace de Loyola, en extase, en contemplation devant le ciel et la divinité et le nom de Jésus. Hein, on ne représente pas Dieu le Père ni Jésus, on représente juste cette lumière, vous voyez les stucs, cette lumière divine qui éclaire l'humanité et qui plonge dans l'extase les bienheureux, tandis que je trouve pas le mot, sont plongés dans l'abîme. Hein, donc après les bienheureux, non, ben, ça me vient pas. Bon, ben voilà. Les réprouvés, voilà, sont plongés dans les abysses de l'enfer. Vous voyez le stuc, vous voyez la fresque qui déborde carrément sur les parois. Donc c'est un travail admirable. C'est le triomphe du baroque. C'est assez éloigné de l'esprit français janséniste. Hein. Vous voyez, c'est même totalement l'opposé. Donc en France, on va reprendre certains éléments du style jésuite, le plan des églises, aussi la façade, mais on ira rarement vers ces fresques baroques. On se contentera en France de décorer somptueusement le maître-autel, mais on ira quasiment jamais plus loin. Donc on revient sur cette façade pour vous dire justement que elle est elle va être reprise partout. Et la preuve, vous voyez qu'elle est reprise ici pour la basilique Notre-Dame des Victoires. L'église date de 1628-1656, juste notre période, tandis que la façade, elle, date de 1740, donc elle est du XVIIIe siècle. Et vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle typiquement la façade style jésuite. Hein, donc, elle aurait besoin d'une restauration. Cette photo date d'il y a 10 ans. Je ne sais pas si elle a été restaurée depuis. Mais voilà, donc la façade de cette église. Alors l'église elle-même, on la doit à Pierre Lemuet et Libéral Bruand, qui sont deux architectes qu'on rencontrera, tandis que l'intérieur de l'église, pardon, tandis que la façade, elle, du XVIIIe siècle, c'est un certain Jean-Sylvain Carteau qui l'a dessiné et réalisé. Mais nous pénétrons rapidement dans la basilique Notre-Dame des Victoires, pour remarquer que, bien sûr, elle suit les directives du Concile de Trente. Vous vous souvenez que le Concile de Trente, on en a parlé la dernière fois à propos de Saint-Étienne-du-Mont. Ça se situe entre 1545, ça a été interrompu par une épidémie de peste, et 1563. Et on parle du Concile de la contre-réforme, hein, c'est-à-dire on va s'opposer, on va faire des réformes à l'intérieur de l'Église pour s'opposer au courant protestant et aux réformes du courant protestant. Et bien sûr, on va s'opposer, en somme, à la réforme des protestants. C'est pour ça qu'on peut parler de contre-réforme. Donc, une chose que je n'avais pas encore mentionnée, c'est que désormais, les églises s'inscrivent dans un quadrilatère qui correspond au parcellaire urbain, c'est-à-dire les églises, elles vont pouvoir avoir une façade qui donne sur la rue et ensuite elles occupent une parcelle du terrain lorsqu'il y a des projets urbanisme et qu'on lotit le terrain. Et désormais, il ne sera plus nécessaire, après le Concile de Trente, d'orienter les églises, c'est-à-dire de tourner le chœur vers l'Orient. Désormais, ce n'est plus nécessaire. Le chœur peut être dans n'importe quelle direction. Il faut s'intégrer au tissu urbain. Donc c'est la volonté, ça, de reconquérir le peuple et de s'adapter aussi à la ville hein, qui est en train de se développer. Je vous ai dit que la ville de Paris, par exemple, double sa population en une trentaine d'années, entre 1600 et 1635. Donc voilà le plan. Alors vous voyez aussi la nef unique avec des bas-côtés qui sont en fait de simples déambulatoires avec des chapelles peu profondes et surtout qui servent à placer des confessionnaux
c'est à ce moment-là que ce mobilier religieux prend son importance, parce que comme il s'agit d'encadrer un peu plus la foi des fidèles, des masses, eh bien, rien de mieux que la confession pour s'assurer qu'ils n'ont pas de pensée déviante. Vous remarquez aussi la chaire qui se trouve dans la nef, juste avant, à la hauteur du transept, dans laquelle le prêtre pourra faire des sermons, et être vu et entendu par tous les fidèles, et en même temps, lui aussi, il les voit, il les entend, donc il y a aussi un aspect de surveillance qui vient là-dessus. Vous voyez la coupole à la croisée du transept, et ici le cœur est plus profond, parce que cette église Notre-Dame des Victoires, c'est une basilique qui correspond à un vœu formulé par Louis XIII, qui avait promis de construire cette église s'il remportait la bataille du siège de La Rochelle, s'il prenait la ville de La Rochelle. Et la prise de La Rochelle, elle a lieu en 1628, et c'est Notre-Dame des Victoires, c'est cette victoire contre les Rochelais, alors pas contre les Anglais, même si les Anglais aidaient les Rochelais, mais contre les protestants, puisque La Rochelle était une place forte protestante. Et Louis XIII va continuer ses guerres dans le sud, avec le siège de Nîmes, de Montpellier, d'Alès, jusqu'à ce qu'il y ait, en 1629, la paix d'Alès, paix dans laquelle il confirme l'édit de Nantes. Ah oui, tout à l'heure, je voulais régler le micro et je m'y suis mal pris, oui, d'accord. Il confirme l'édit de Nantes, établi par Henri IV en 1598, mais en même temps, il dit que désormais, même dans les villes et places fortes protestantes, il doit y avoir une église catholique. Tandis que jusque-là, il y avait les églises, les temples pour les protestants dans les villes de protestants, et les églises des catholiques dans les villes des catholiques. Mais non, maintenant, il faut qu'il y ait des catholiques partout. Donc vous voyez, c'est une stratégie de grignotage. On leur a enlevé leur place forte pour diminuer leur importance politique. On les laisse libres dans certaines villes de suivre leur culte, mais c'est interdit par exemple à Paris. Il n'y a pas de temple protestant à Paris, alors qu'il y a 10 ou 20 000 protestants. Et on continue donc cette volonté d'éradiquer les protestants de France. D'ailleurs, à Paris, les protestants étaient très mal vus et il y avait sans arrêt des rixes contre les protestants, parce que les catholiques étaient chauffés à blanc contre les protestants et le peuple ne les tolérait absolument pas dans la capitale. Donc voilà, pour Notre-Dame des Victoires, ça nous amène à dire un mot de Louis XIII. Donc Louis XIII naît en 1601 et il mourra en 1643, donc c'est très jeune. Il est roi à partir de 1610, c'est là aussi très très jeune, il a 8 ans et demi lorsque son père Henri IV est assassiné. Alors ça c'est un traumatisme énorme bien sûr pour cet enfant qui adorait son père. Alors on connaît très bien la vie de Louis XIII et même sa petite enfance parce qu'il avait un médecin attitré qui le rencontrait tous les jours à son lever et à son coucher, et qui notait absolument tout ce qui lui arrivait sur le plan physiologique. Et on a donc la vie de Louis XIII jour par jour, non pas sa vie politique, mais sa vie personnelle. Et on sait par exemple, aujourd'hui, les médecins pensent qu'il était atteint de la maladie de Crohn. C'est une maladie terrible des intestins. Tout ce qu'on digère provoque de l'entérite. Et à l'époque, bien sûr, on ne savait pas, même aujourd'hui, c'est quelque chose qui se soigne très très mal. Et à l'époque, ça ne se soignait pas du tout. Donc la seule chose qu'on trouvait pour soigner Louis XIII, c'était de lui faire des saignées et de lui donner des lavements. Alors des lavements, il n'en avait pas besoin. Et malgré tout, c'est le seul remède de l'époque. Donc on l'affaiblissait sans arrêt.
Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il avait quand même énormément de volonté, parce que malgré cette faiblesse constante et cette maladie très handicapante, ça a été un grand roi de guerre. Il a mené énormément de guerres, il était présent sur le champ de bataille, c'était un bon stratège et il a gagné beaucoup de batailles. Mais à part cela, c'était un enfant timide, qui bégayait, et qui était complètement sous la coupe de sa mère, Marie de Médicis, qui prend la régence à la mort de son mari, et qui ensuite, lorsque son fils a 14 ans et atteint la majorité royale, continue à gouverner avec ses conseillers italiens, les Concini, jusqu'à ce que Louis XIII fasse assassiner Concini, tout ceci bien sûr avec beaucoup de dissimulation, sans faire découvrir ses projets, et une fois que Concini est assassiné, il fait exécuter sa femme, et il fait exiler sa mère. Bon, ça fait des circonstances pas très favorables. Et ensuite, bien sûr, il va s'appuyer sur le cardinal de Richelieu pour mener à bien les guerres contre les protestants, dans un premier temps, puis la guerre contre l'Espagne qui possède aussi les Flandres, une partie du Jura et de la Bourgogne, et donc qui prend en tenaille le royaume de France, et qui bénéficie de tout l'or des Amériques. Donc il faut lutter contre l'Espagne. C'est une tâche d'ailleurs à laquelle il se consacre, et avec beaucoup de succès. Le cardinal de Richelieu, là aussi je tenais à dire un mot du cardinal de Richelieu, sur le cardinal de Richelieu dans cette conférence. Toujours, vous voyez, ce sont des tableaux de Philippe de Champaigne. Armand Jean du Plessis de Richelieu, né en 1585, il a donc 16 ans de plus que le roi, et il mourra quelques mois avant le roi, en 1642. Alors, il était destiné à une carrière militaire. Son frère aîné reprenant bien sûr le duché de Richelieu, et il y avait un autre frère qu'on destinait à la prêtrise, qu'on destinait même à l'évêché de Luçon, qui était l'évêque de Luçon, c'était l'oncle du cardinal de Richelieu à l'époque, l'oncle d'Armand de Richelieu, et à sa mort, on devait donner l'évêché au frère de Richelieu, son frère Alphonse. En 1605, le cardinal meurt, et son frère, à ce moment-là, Alphonse, refuse de prendre l'évêché parce qu'il veut se faire moine. Il est déjà, bien sûr, il suit des études religieuses, et il a un tel mysticisme qu'il refuse les honneurs, il veut se faire moine. Alors perdre l'évêché de Luçon dans la famille de Richelieu, ce n'est pas acceptable, parce qu'un évêché, ça rapporte énormément d'argent, ça donne énormément de pouvoir dont bénéficie toute la famille. Donc on demande à Richelieu de se sacrifier en devenant religieux et en devenant donc évêque. Il accepte, il est nommé par Henri IV en 1606, mais comme il est très jeune, il faut qu'il aille à Rome pour obtenir une dispense papale, ce qu'il obtient en 1607. Mais en 1607 aussi, il obtient son doctorat de théologie à la Sorbonne, parce que ça faisait déjà depuis 1605, dès qu'il a su qu'il était destiné à la prêtrise, et comme il était passionné de théologie, il s'est inscrit et il a passé un doctorat de théologie à la Sorbonne. Donc ça, c'est pour dire que on sait que c'est un roi guerrier, qu'un ministre guerrier, que c'est un ministre qui a une poigne de fer, mais il faut voir aussi que c'est un homme, c'est un vrai religieux, c'est quelqu'un, je dis, qui a passé un doctorat de théologie à la Sorbonne. Bon, il n'était pas obligé, hein, donc s'il l'a fait, c'est parce que ça correspondait à une véritable motivation chez lui. Il va se rendre à son évêché de Luçon seulement en 1609, parce qu'il a pris le temps, bien sûr, d'obtenir tout ce qu'il devait et de terminer sa thèse. Et ce sera le premier évêque à appliquer les réformes du Concile de Trente en France dans un évêché. Donc là encore, vous voyez, c'est vraiment la religion, ça compte énormément pour Richelieu. Bon, ensuite, il sera ministre des Affaires étrangères, parce qu'il est protégé par la reine-mère. Il sera donc au début considéré par un ennemi par Louis XIII, puis qui reconnaîtra ses capacités et en fera son principal ministre à partir de 1624. Donc, c'est-à-dire
l'équivalent d'un Premier ministre. Alors, il poursuivait 3 buts, Richelieu, il les a atteints tous les 3. Anéantir la puissance politique des protestants, la prise de La Rochelle, rabaisser la noblesse, parce que la noblesse aussi avait tendance à se révolter un peu contre le pouvoir royal, et il y est arrivé partiellement, puisqu'il a fait démanteler tous les châteaux forts. Hein, c'est à partir de Richelieu qu'il n'y a quasiment plus de châteaux forts en bon état en France. Il les a fait démanteler. Et rabaisser la maison d'Autriche en faisant la guerre, bien sûr, contre l'Espagne. Et ça, c'était vraiment une nécessité, puisque le royaume de France était vraiment pris en tenaille. Donc on revient à notre façade de Saint-Louis des Jésuites, parce que Saint-Louis des Jésuites, c'est une église qui a été commanditée par le cardinal de Richelieu, qui est venu poser la première pierre en 1627. Donc on a déjà dit que le rôle des jésuites, ce n'était pas de chanter les offices au fond de leur église, c'était d'aller vers le peuple pour l'évangélisation et pour l'éducation aussi, l'éducation des élites, c'est la fameuse création des collèges des jésuites. Hein. Ils vont former les élites dans toutes les nations. Et bien sûr, en formant les élites, ils auront beaucoup de poids dans toutes les décisions politiques qu'on pourra prendre partout. Donc les jésuites, on les a souvent accusés d'être un État dans l'État, parce qu'ils avaient justement la main mise sur l'éducation. Et ça intéressait beaucoup Richelieu d'avoir des gens qui venaient évangéliser le peuple et lutter donc contre l'hérésie protestante. Hein. Vous savez que la religion protestante, on appelait ça, on a abrégé la RPR, religion prétendue réformée. Alors partout dans les actes, on entend parler de RPR, ce qui me faisait bien sourire il y a quelques années. Sinon, on va pénétrer à l'intérieur de l'église, après toute cette présentation historique. Et vous avez ici, vous voyez la différence avec l'église du Jésus. Hein. Ici, il n'y a pas autant de dorures. Hein. On est beaucoup plus dans la sobriété. La nef unique, la chaire ici pour s'adresser aux fidèles qui sont là. Et cette chaire, elle est très importante puisque c'est d'ici que le fameux Bourdaloue donnait ses sermons. Vous savez que les sermons de Bourdaloue étaient encore plus célèbres au XVIIe siècle que les oraisons de Bossuet. Bossuet aussi est venu prêcher dans cette église. Alors les sermons de Bourdaloue de 1669 à 1693 étaient tellement célèbres qu'il fallait retenir sa place plusieurs heures avant la messe, et Madame de Sévigné envoyait toujours son valet 2 ou 3 heures avant prendre place et lui réserver une place pour qu'elle puisse suivre la messe et surtout écouter le sermon de Bourdaloue. Toujours un peu trop long, hein, d'ailleurs, les sermons de Bourdaloue. Oui, donc je vous avais dit que le cardinal de Richelieu avait posé la première pierre de cet édifice, et c'est lui aussi qui va célébrer la première messe lorsque l'église sera achevée le 9 mai 1641 pour l'Ascension. C'est le cardinal de Richelieu qui célèbre la messe pour inaugurer Saint-Louis des Jésuites. Donc c'était pour insister sur le caractère religieux, militant, hein, on peut dire, de Richelieu, hein, qu'on a tendance parfois à oublier de nos jours. Alors voici ici une photo que j'ai prise donc depuis juste sous la coupole du transept, qui vous montre d'ailleurs l'étroitesse de ce transept, et en même temps la décoration, si elle est sobre, elle n'en est pas moins très riche, hein, comme on le voit ici sur cette vue. Là, ça se passe de commentaires. Autre vue qui vous montre ce coup-ci que le chœur, effectivement, est très court, relativement court. Et vous voyez ici les tribunes, tiens,
j'ai oublié de dire que toute cette église a, dans la nef, toute la nef a des tribunes, et que ces tribunes n'étaient pas décoratives, c'était pour y mettre les prêtres et les novices, hein, pour ne pas mélanger ces prêtres et ces novices avec la foule des fidèles. Ils suivaient la messe ici, à l'étage. Donc vous voyez, il y avait une séparation, malgré tout, pendant les offices, entre les fidèles et le clergé. Donc maintenant, nous traversons la Seine, nous allons au sud. Alors je vous rappelle que les cartes de l'époque ont le nord souvent orienté bizarrement. À mon avis, c'est parce qu'ils prenaient ces vues de Paris depuis Montmartre, et donc ils orientaient leurs cartes ainsi. Nous traversons la Seine, nous prenons la rue Saint-Jacques pour nous rendre ici, à la Sorbonne. Voilà la fameuse chapelle de la Sorbonne, construite entre 1635 et 1640. Et là encore, on retrouve notre cardinal de Richelieu. Je vous avais dit qu'il avait passé sa thèse de doctorat à la Sorbonne en 1600, je ne sais plus combien, 1607, oui, je crois, ou 1607, oui, c'est ça. Eh bien, en 1622, il est déjà ministre et il est déjà cardinal, et à ce moment-là, il devient proviseur de la Sorbonne. Donc maintenant, la Sorbonne, c'est vraiment chez lui. Et comme en même temps, il est cardinal et bientôt ministre, il n'est pas encore ministre d'État, je crois, en 1622, eh bien, il a les moyens de de rénover la Sorbonne, parce que la Sorbonne, à ce moment-là, elle a déjà presque 300 ans, donc elle n'est pas, elle a déjà plus de 300 ans, mais les bâtiments ont un peu moins, mais malgré tout, ils sont très délabrés, il faut les reconstruire. Donc il va reconstruire les collèges, bien sûr, et il va reconstruire la chapelle avec déjà le projet d'en faire son mausolée. Un mausolée, c'est un tombeau de très grande taille. Donc il avait l'idée que la chapelle de la Sorbonne serait son mausolée. Alors c'est aussi un monument remarquable en ce sens que c'est la première grande coupole construite à Paris. Alors c'est pour ça que, vous voyez, d'ici, quand on est au bout de la place, on aperçoit la coupole. Sinon, vous voyez que la façade, elle est... bon, elle n'est pas exactement... Elle est un peu de style jésuite, mais ce qui domine, c'est l'esprit classique français, hein, avec ici ces colonnes et ce léger péristyle. La façade, il y a une autre entrée, on peut dire une façade secondaire. Là on est à l'intérieur du collège, et donc c'est au niveau du transept. Il y a cette entrée dans la cour du collège, hein, qui nous permet de mieux apprécier encore l'esprit classique qui la domine, hein, dans le péristyle est plus développé, c'est l'entrée d'un temple classique, et vous voyez la dédicace: Armand Jean cardinal duc de Richelieu, Sorbonnae provisor, édificavuit, etc., année 1642. Bon, je l'avais déjà lu, hein, parce que c'est pas facile de lire les chiffres romains. Donc vous voyez, cette façade est très équilibrée, et plus équilibrée encore que celle de l'extérieur, et dans un esprit classique, tout en sobriété et grandeur, hein. C'est une très très belle réalisation. Alors malheureusement, maintenant, on n'entre plus dans la Sorbonne comme dans un moulin. Il y a des visites guidées, je pense parfois le samedi, auxquelles on peut s'inscrire. Nous l'avons visité au cours des Journées du patrimoine en 2016. Donc ces photos datent de 2016. Voici le plan de l'église. Alors là, vous voyez, on a ce qu'on appelle un plan centré, c'est-à-dire la croisée du transept est au milieu de l'église. Alors vous voyez aussi que les bras du transept ne sont pas développés. S'ils étaient développés,
ici on obtiendrait la fameuse croix grecque, par opposition à la croix latine qu'on a vue tout à l'heure, quand le transept est plus haut. Donc vous voyez que la façade sur cour, le bras du transept ici a un péristyle beaucoup plus développé que celui de la façade côté rue. Et vous remarquez aussi que là, on a un chœur très profond. Alors, il est profond pour deux raisons. D'une part, bien sûr, il y aura des chanoines qui vont chanter les offices. Et puis, il va y avoir le tombeau de Richelieu. Alors, tombeau ou cénotaphe, c'est-à-dire le corps de Richelieu n'est pas ici, mais il est un peu en dessous, sous une trappe un peu à côté. Donc, si on voulait être exempt, on parlerait d'un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un tombeau qui ne contient pas de corps, en gros. Voici une vue axonométrique qu'on doit à Jean Marot, grand graveur de l'époque de l'église de la Sorbonne. On voit ici le côté magnifique de ce monument et on apprécie un peu mieux l'entrée côté cour du collège. La coupole, vous voyez, coupole sur tambour, qui apporte beaucoup de lumière, mais qui a une certaine sobriété avec ce décor plus géométrique. Et bien sûr, ici, comme souvent, les pères de l'Église, on est dans la Sorbonne, donc on favorise les théologiens plus que les évangélistes. Alors, cette église, malheureusement, est désaffectée depuis très longtemps et elle est un peu délabrée. Et bon, c'est un peu dommage. Hein. C'est vrai que les églises dans lesquelles se déroule toujours le culte sont plus vivantes et donnent une autre impression. Vous apercevez donc les stalles du chœur et le tombeau de Richelieu, le tombeau du cardinal, que l'on doit à Girardon, qui est un des grands sculpteurs du XVIIe siècle, un des plus grands, qui a réalisé des chefs-d'œuvre à Versailles, en particulier les fameux bains d'Apollon, qui sont dans la grotte d'Apollon, un des bosquets de Versailles. Et, enfin, c'est une copie qu'on a installée maintenant pour l'abriter des intempéries. Et là, voilà le tombeau du duc de Richelieu, qui est un autre de ses chefs-d'œuvre qu'il a réalisé en 1694, donc longtemps après la mort, presque 50 ans après la mort du cardinal. Il a été commandé par la nièce du cardinal, la duchesse d'Écuyons, qui vivait à ses côtés. Et ça représente la religion qui console le cardinal mourant, tandis que la science le pleure. Donc c'est un thème un peu grandiloquent, mais vous allez apprécier la finesse de cette sculpture. Regardez la douceur et la majesté du visage de la religion, le geste délicat de sa main, la pose de Richelieu, là aussi, sa main qui se tend en ouverture, la barrette de cardinal, il ne faut pas l'oublier. Et ici, la science, alors là c'est un superbe morceau de sculpture, regardez le visage et surtout les deux mains, comme elles s'appuient sur le visage et sur l'autre bras, la beauté du drapé, la beauté du marbre en lui-même, les effets de matière, le livre, hein, voilà, cette sculpture, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la sculpture française et à elle seule, elle justifie la visite de la Sorbonne, de la chapelle de la Sorbonne. Donc, chose là aussi que je ne peux que vous inviter à faire lorsque le recul de la pandémie actuelle nous le permettra. Donc, je vous laisse encore une fois contempler cette sculpture. Bon, la fois où on l'a visitée pour les Journées du patrimoine, il y avait un peu trop de monde pour que je puisse faire une vidéo et tourner autour de la sculpture, parce qu'elle le mérite. Il m'aurait fallu plus de temps pour réaliser cela. Mais là, malgré tout, on apprécie l'extraordinaire beauté de ce travail. J'espère qu'un jour, enfin bon, s'il était au Louvre, peut-être il serait noyé dans toutes les autres sculptures de la cour Marly.
mais elle le mériterait par certains côtés. Mais de l'autre côté, là, elle est plus mise en valeur. Il faut espérer simplement qu'on terminera la restauration de la chapelle de la Sorbonne pour qu'on rende ce lieu plus agréable à visiter. Alors, on termine là par ce frontispice d'une thèse de théologie que j'avais mis d'ailleurs en début de conférence, pardon. Vous voyez le cardinal de Richelieu, voilà le nouveau docteur qui s'incline devant lui. Et là, vous apercevez la Sorbonne, donc c'est la façade côté rue, hein, celle qui a un tout petit péristyle. Vous apercevez au-dessus de lui Louis XIII, et là, sans doute, Saint-Louis. Voilà, donc, bien sûr, ça montre à la fois l'importance de la religion pour Richelieu, et en même temps tout son pouvoir. Vous voyez ici le collège des docteurs de la Sorbonne, hein, et on voit aussi donc, tout le pouvoir de son éminence, à qui il s'agissait de marquer tout le respect qui lui était dû. Alors nous continuons la rue Saint-Jacques pour aller jusqu'au Val-de-Grâce. Alors cette photo, je l'ai prise au bout de la rue du Val-de-Grâce. Donc là, on est dans la rue du Val-de-Grâce et là devant, c'est la rue Saint-Jacques, à la hauteur de la grille. Donc je l'ai prise de loin, même si elle ne met pas trop la façade de l'église en valeur, parce qu'elle permet de bien voir la coupole. La coupole qui est absolument magnifique, donc qui a été faite après celle de la Sorbonne, et qui est encore plus belle que celle de la Sorbonne. Parce que quand on est juste au bord de l'église, eh bien malheureusement, la coupole, on ne la voit plus. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein. Donc alors je voulais refaire cette photo, mais bon, avec les circonstances actuelles, je ne l'ai pas fait au mois de décembre. On ne pouvait pas trop aller à Paris. Puis ensuite, il faisait trop froid, trop gris ces jours-ci. Donc j'ai pris cette photo sur Internet, sur la page Wikipédia, hein, consacrée au Val-de-Grâce. Donc je préfère vous présenter mes photos, mais bon, voilà, c'est la nécessité qui m'a mené à utiliser cette photo. Alors, cette chapelle, on la doit à François Mansart, c'est lui qui en a décidé les plans, et elle a été réalisée ensuite par Jacques Lemercier. Donc le problème de Mansart, c'est que c'était un visionnaire et il avait à peine achevé un projet qu'il le recommençait, il en refaisait un autre, et toujours plus beau, toujours plus cher. Donc au bout d'un moment, ses commanditaires lui disaient « Monsieur Mansart, on vous remercie, on va se contenter du dernier projet et on va le confier à un architecte, certes peut-être moins talentueux, mais qui lui va respecter le budget et enfin passer à la réalisation ». Voilà, donc ici vous voyez la dédicace de cette église, donc c'est Anne d'Autriche hein, qui a commandité l'abbaye du Val-de-Grâce et l'église du Val-de-Grâce, et la dédicace c'est Jésus nascenti, donc à Jésus qui est en train de naître, pour ainsi dire, Virginique Matri, et à la Vierge, sa mère. Alors pourquoi le bébé qui vient de naître et la Vierge Marie en tant que mère? Eh bien parce que pour Anne d'Autriche, Louis Dieudonné, qui vient de naître en 1635, c'est un peu l'enfant du miracle, et son mariage jusque-là n'était pas très... était très problématique. Et donc, elle avait fait le vœu, dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, si son enfant venait à terme, parce qu'elle avait fait quelques fausses couches avant, eh bien sûr, elle construirait cette abbaye du Val-de-Grâce, cette magnifique église, en reconnaissance
à Dieu et à Jésus, et surtout à sa mère, la Vierge, puisque c'est la maternité ici qui est à l'honneur. Vous voyez le chiffre ici, le monogramme, A de Anne et le L de Louis. Louis, c'est Louis XIII, mais c'est aussi Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, son fils. Voilà une maquette qui se trouve au musée du Val-de-Grâce actuellement. Donc vous avez ici le couvent des religieuses qui sont cloîtrées. Vous voyez l'église avec son superbe dôme. Alors l'église, cette partie de la nef était réservée aux fidèles, aux habitants du quartier, vous voyez la rue Saint-Jacques, et tandis que la reine, elle, suivait les offices depuis la chapelle qui est dans le bras du transept, donc qui dépasse, vous voyez là, le transept est allongé, et de l'autre côté, il y a aussi un allongement du transept pour communiquer avec le cloître, pour que les religieuses cloîtrées puissent venir suivre la messe et surtout la chanter. Donc voilà une vue, une gravure d'époque. Donc c'est le moment de parler de l'essor de la vie religieuse au XVIIe siècle. Il y avait 24 couvents à Paris en 1600 et en 1650, il y en avait 80. Donc vous voyez, presque 4 fois plus. Donc cet essor, bon, on a vu la population a doublé. La population a doublé, mais le nombre de couvents a été multiplié par 3,5. Et puis il y a plusieurs ordres, c'est l'époque de Saint Vincent de Paul, entre autres. Hein, il y a plusieurs ordres monastiques, religieux, missionnaires qui s'installent à Paris, tantôt pour soulager les misères du peuple, tantôt pour offrir des retraites aux filles et de la bourgeoisie, et donc beaucoup de couvents de religieuses. Et il y avait donc, au début du règne de Louis XIII, il y avait un modeste prieuré qu'on appelait le prieuré du Val-de-Grâce de Bièvre, parce qu'on n'est pas loin, on est au bord de la Bièvre. Il y avait donc ce modeste prieuré, et Anne d'Autriche, qui était une princesse espagnole, et comme toutes les infantes, elle était très pieuse, donc elle aimait se retirer au Val-de-Grâce, parce que c'était déjà une vue de la campagne, presque idyllique, et puis on était loin du bruit et de la fureur du Louvre et du centre de Paris. Et donc c'est pour ça qu'elle fonde en 1628 une abbaye bénédictine pour femmes au Val-de-Grâce, et elle pose la première pierre de la construction en 1628. Mais la construction va avancer très lentement jusqu'en 1645, parce que son mari avait d'autres projets en tête. Il faisait la guerre contre l'Espagne, il avait besoin de tout l'argent du royaume pour cela, et donc il lui donnait très très peu d'argent pour avancer dans ses constructions. Néanmoins, les constructions avançaient, il y avait un oratoire, et Anne d'Autriche s'y retirait de plus en plus souvent pour faire ses dévotions, et aussi pour entretenir une correspondance avec son frère. Alors, écrire à son frère qu'on adore, c'est très bien, mais le problème, c'est que le frère en question, c'est le roi d'Espagne, au moment où la France est en guerre contre l'Espagne. Et donc, peut-être sans penser à mal, mais en donnant de ses nouvelles, des nouvelles de son mari, eh bien, elle a donné des informations stratégiques sur la conduite de la guerre à son frère, qui pouvait en profiter. Donc Louis XIII finit par découvrir la chose, il est complètement furieux, bon, tout le monde sait que son mariage ne marche pas du tout, hein, et donc à ce moment-là, il veut répudier sa femme, parce que bon, ben, elle est coupable de haute trahison à ses yeux. Et la situation pourrait s'envenimer, et c'est le moment où, presque miraculeusement aussi, elle tombe enceinte. Après le fameux épisode que je ne décrirai pas, hein, du roi qui voulait coucher à Versailles mais qui ne pouvait pas, c'était pas prêt, donc on l'envoie coucher
à Saint-Germain-en-Laye, et rien n'est prêt non plus, il n'y a que la chambre de sa femme qui se trouve là. Bon, c'est comme ça que le futur Louis XIV a été conçu. Donc ça arrive, Louis naît en 1635, sa femme, bien sûr, plus question de la répudier, c'est maintenant la mère de l'héritier et d'un futur grand roi. Et donc, elle va disposer d'un peu plus de budget pour faire construire Val-de-Grâce, mais elle ne pourra plus y aller, hein, parce que, bien sûr, il ne s'agissait pas de la laisser correspondre avec l'ennemi. Lorsque le cardinal et le roi meurent en 1643, eh bien, elle veut retourner au Val-de-Grâce, et Mazarin va débloquer les fonds pour qu'elle puisse construire l'église qu'elle rêve de construire. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à François Mansart, puisque c'est le plus grand architecte du moment. Et finalement, c'est Lemercier qui va réaliser ce chef-d'œuvre aussi. Vous voyez, c'est l'église du Val-de-Grâce, c'est absolument magnifique, c'est encore plus beau que la chapelle de la Sorbonne, le chœur est beaucoup moins profond, l'église est beaucoup mieux équilibrée, et les coupoles sont absolument splendides. Voici le plan, donc vous voyez, là, ici maintenant, on est plus dans un plan en croix latine, et vous remarquez ici la partie réservée aux religieuses cloîtrées, avec la clôture, qui est matérialisée ici. Vous remarquez les coupoles, la grande coupole centrale, puis les coupoles pour le chœur et pour la chapelle de la Reine, ainsi que les coupoles là sur les bas-côtés. Donc vous voyez, une très belle église, très loin du style jésuite, et qui produit un grand effet lorsqu'on pénètre à l'intérieur. Alors vous voyez, là c'est une église consacrée, il y a toujours la messe, et donc c'est quand on pénètre dans l'église, on sent qu'elle est vivante, et on est ébloui par sa beauté. Alors là, elle a été très bien restaurée, comme ça appartient désormais à l'armée, hein, c'est très bien entretenu, et il n'y a jamais personne, enfin du moins quand on l'a visité en janvier 2011, il n'y avait personne, et donc on a pu admirer toutes ces beautés. Et ici, vous apercevez, au-dessus du maître-autel, le baldaquin. Alors je vous disais, dans les églises françaises, on décorait richement, principalement, le maître-autel. Et là, on a carrément reproduit le baldaquin de Saint-Pierre. Donc vous voyez, les colonnes sont dans un très beau marbre veiné, recouvert de dorures. Donc ce baldaquin, c'est une copie de celui de Saint-Pierre de Rome qu'on doit au Bernin. Et il a été réalisé au moment où le Bernin était justement en France, appelé par Louis XIV pour différents projets, et en particulier pour terminer la façade du Louvre. Donc on ne sait pas si le Bernin a donné une copie de ses plans, ou si... Enfin, voilà, ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une copie du projet du Bernin. Donc là, vous voyez, c'est un élément baroque qui arrive ici en France. Et d'ailleurs, vous savez que la greffe, on y reviendra dans une des prochaines conférences, la greffe du baroque et du Bernin à Paris ne s'est pas faite. On lui a fait faire de grands projets, on l'a remercié, on a fait de grandes fêtes, et puis il est reparti. Et on n'a rien construit de ce qu'avait planifié le Bernin par la suite. Parce que, une fois de plus, ce n'est pas l'esprit français. Voilà la coupole centrale qui représente la gloire des bienheureux par un des peintres les plus importants, là aussi, du XVIIe siècle, Pierre Mignard, surtout connu comme portraitiste, mais il y a aussi cette magnifique coupole qui se trouve donc au Val-de-Grâce. Vous voyez, ça rappelle là un peu la coupole, le plafond de la nef de l'église des Jésuites de Rome. C'est dans le même esprit, en tout cas. Vous voyez, donc là, dans ce domaine royal, on voit poindre la magnificence du royaume, du baroque, pardon, dans ses créations royales, très, très différentes
des créations beaucoup plus austères qu'il pouvait y avoir par ailleurs, qu'on retrouve. Alors cette austérité, cette pureté des lignes, on l'a dans les salles attenantes qui mènent au cloître du Val-de-Grâce. C'est le musée de l'armée, enfin, des services sanitaires de l'armée, des services de santé de l'armée qui se trouvent là. Enfin, je crois qu'il y a des projets pour faire d'autres aménagements en ce moment, mais je n'ai pas suivi exactement ce qui se passe. En attendant, quand on l'a visité, nous, à l'époque, il n'y avait absolument personne. Nous étions les seuls visiteurs, à la fois dans l'église et ensuite dans les salles du musée de la santé des armées. Donc maintenant, nous passons enfin à la seconde partie, qui sera plus courte de cet exposé. Nous arrivons au palais. Ici, le palais du Luxembourg, qui se situe, vous voyez, en dehors des remparts du Moyen-Âge et de la Renaissance, dans tout ce quartier qui s'est énormément développé à cette époque. Là, vous avez le couvent des Chartreux, qui disparaîtra uniquement à la Révolution, ce qui fait que le jardin du Luxembourg, aujourd'hui, s'est développé par ici, et on a tronqué une des parties qui se développait, au contraire, par là. Donc voici la façade du palais de Luxembourg depuis la rue de Vaugirard. Donc là, derrière nous, il y a le Panthéon, il y a le théâtre de l'Odéon. Et donc voilà la façade actuelle du palais de Luxembourg qui abrite le Sénat. Alors, au départ, c'était un hôtel particulier avec beaucoup de terrain qui appartenait à François de Pinet, duc de Luxembourg, qui était un cousin assez éloigné de l'archiduc de Luxembourg, du prince de Luxembourg, plutôt, qui existait. La principauté du Luxembourg existait déjà, mais c'était un parent très éloigné. Donc Marie de Médicis, qui était la fille du grand-duc de Toscane, la cousine de Catherine de Médicis, qui avait épousé Henri IV en 1600, lorsqu'elle devient régente en 1610, eh bien, elle se dit, après tout, Catherine a eu le palais des Tuileries, moi, je dois avoir mon propre palais, et ça sera le palais du Luxembourg, qu'on appelait au début le palais Médicis, mais très vite, comme Marie de Médicis n'y est pas restée très longtemps, on l'a appelé le palais du Luxembourg. Donc elle a demandé à Salomon de Brosse, un des grands architectes de l'époque, de prendre exemple sur le palais Pitti à Florence, d'où elle venait, mais quand même en plus petit, parce que le palais Pitti est immense, et c'était un véritable gouffre financier pour l'entretien. Donc Salomon de Brosse va faire les plans, on va voir là encore un peu à la mansarde, il voit très bien les choses, mais il n'entre pas dans les détails, et il se contente de faire ici de belles façades, de faire de beaux dessins, et pour ce qui est du chiffrage et de la réalisation, on va demander à un entrepreneur de maçonnerie, un peu architecte, marin de la vallée, de passer et de faire le concret. Donc voilà ici le développement de la façade du palais de Luxembourg. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour avoir cette vue lorsqu'on se trouve dans la rue de Vaugirard. Voici la façade côté jardin. Alors la façade côté jardin, c'est quelque chose d'amusant parce que c'est en fait une façade 19e siècle. C'est la copie de la façade originale, mais refaite au 19e siècle, lorsqu'on a agrandi le palais du Luxembourg pour développer le Sénat. Donc ça date de 1836. Alors voilà ici la salle, le palais du Luxembourg, ici, vous voyez, la façade qu'on a vue tout à l'heure, elle est là, et le palais proprement parlé, les pièces d'habitation, elles étaient là. Donc ça, c'est le palais original. Et donc ça, c'était la façade côté jardin. Et puis, l'Assemblée du Sénat, pour l'alléger là-dedans, c'était pas suffisant. Donc, on a dupliqué cette partie
on l'a doublé, et comme ça, on a pu créer la grande salle du Sénat. Mais on s'est contenté de faire une copie, hein. Vous voyez, c'est quasiment une translation. Donc on a recréé l'aspect de la chapelle, c'était une chapelle, ici. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit cette façade, on peut dire c'est une façade 19e siècle, oui, mais c'est une copie fidèle de la façade qui se trouve, qui est cachée, qui est là derrière, qui était la façade originale du palais. Donc malgré tout, ça nous donne une bonne idée de ce que pouvait être cette façade à l'époque de Marie de Médicis. Donc les jardins, on les doit principalement à Jacques Boisseau, architecte des jardins, qui a écrit vers la fin de sa vie un traité de jardinage selon les raisons de la nature et de l'art, et qui est celui qui a mis au goût du jour en France les parterres de broderie. Parterres de broderie, de buis, hein, qui vont influencer fortement le grand jardinier du XVIIe siècle, qui reste bien sûr le nôtre. Donc, ce jardin, vous voyez, il a la particularité d'être présenté comme un double déambulatoire surélevé en forme de terrasse à l'italienne. Et on aime beaucoup s'y promener, hein. C'est toujours un plaisir d'aller se promener au jardin du Luxembourg. Nous le faisons, nous, assez souvent lorsque nous allons à Paris, parce que même en hiver, même à l'automne, comme ici, vous voyez, c'est la fin de l'automne, puisqu'il y a encore des... Bon, ça c'est pas grave. C'est les piles de ma souris, de mon pointeur souris qui commencent à être en bout de course, mais on pourra aller jusqu'au bout de la conférence. Ça le signale très tôt. Donc je disais, voilà, une vue automnale, un moment où on refaisait d'ailleurs les parterres. Mais c'est toujours agréable de se promener au Luxembourg, même en hiver, et on le fait quand même assez souvent, puisqu'il y a le musée du Luxembourg qui propose 2 ou 3 fois par an de très belles expositions. Donc on a l'occasion de profiter aussi du jardin du Luxembourg après la visite. Il nous reste aussi une fontaine, enfin plutôt une façade de fontaine, ici, la fontaine Médicis, qui a été déplacée. Elle se trouvait de l'autre côté, elle masquait la vue des Chartreux, elle était destinée à masquer la vue des Chartreux. Et puis, il y avait bien sûr plusieurs fontaines au palais du Luxembourg, et ces fontaines, tout le système hydraulique avait été réalisé au moment du terrassement. On préparait les jardins 2 ans à l'avance. 2 ans avant de commencer les constructions, on a commencé à préparer le jardin. Parce que le jardin, c'est des grands travaux de terrassement. Il faut aplatir le terrain, créer des buttes artificielles, prévoir tout le système hydraulique pour l'écoulement de l'eau des différentes fontaines qui vont s'alimenter en cascade les unes derrière les autres. Et tout ça, c'était le travail d'un ingénieur hydraulicien florentin, Francini, Thomas Francine, quand on francise son nom, hein, Thomas Francine, qui a réalisé donc ces fontaines, et pour ça il avait besoin de beaucoup d'eau, et l'eau, eh bien, il a décidé d'aller la chercher à Rungis, où il y avait une source suffisamment importante, et en utilisant un aqueduc qui avait été construit par les Romains pour alimenter le forum romain de Lutèce. Hein. Donc cet aqueduc était complètement en ruine, et il a fallu 10 ans pour le reconstruire et acheminer l'eau jusqu'au Luxembourg. Et on l'a mené au Luxembourg, pour les jardins du Luxembourg, et pas pour le peuple qui, dans cette partie de Paris, n'avait pas suffisamment d'eau, était trop éloigné de la Seine, et il n'y avait pas d'autre source. Alors finalement, je crois que on a concédé une fontaine à l'extérieur du jardin pour les Parisiens, et puis ensuite, dans les siècles suivants, on a créé une ou 2 autres fontaines pour les malheureux Parisiens assoiffés. Vous voyez aussi que la sculpture actuelle, elle est du 19e siècle, elle représente Polyphène surprenant Assis et Galatée, 1866, c'est bien après notre période. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des vases Médicis, parce qu'ils sont typiques justement des décorations de Catherine Médicis. Et ce qui nous reste
de plus authentique, bon, parce qu'il y a aussi des salles dans le Sénat qu'on déclare authentiques, mais elles ont été quand même fortement remaniées, tandis que ce qui est plus authentique, c'est cette galerie, la galerie Rubens ou la galerie de Médicis, qui est actuellement au musée du Louvre et qui était bien sûr au palais du Luxembourg. Alors Marie de Médicis avait commandé à Rubens, le grand peintre international de l'époque, 2 séries de 21 tableaux qui devaient représenter d'une part la vie de Marie de Médicis et d'autre part la vie de son époux Henri IV. Et Rubens a commencé par peindre la vie de Marie de Médicis. Alors c'était un véritable défi parce que la vie d'une personne comme Marie de Médicis, il n'y avait pas grand-chose à en dire, hein, puisque les femmes n'avaient très peu de rôle politique à ce moment-là. Mais elle estimait qu'elle allait pouvoir avoir un grand rôle politique maintenant qu'elle était régente et que son fils se laissait guider par le bout du nez. Donc elle pensait pouvoir avoir beaucoup de pouvoir maintenant qu'elle était rentrée en grâce et que son fils lui avait permis de revenir d'exil. Bon, malheureusement, elle a commencé de nouveau à intriguer contre son fils, ce qui fait qu'au bout de 3 ans à peine, elle a été de nouveau exilée, ce coup-ci définitivement. Elle a été exilée en Belgique et elle n'est plus revenue en France, elle n'est plus revenue au palais du Luxembourg. Et donc Rubens a eu le temps de peindre en 3 ans la galerie des tableaux de Marie de Médicis, mais il n'a pas eu le temps de se consacrer à celle d'Henri IV et Louis XIII, pour une raison, enfin, là encore, c'est par manque d'argent plutôt que pour autre chose, n'a pas poursuivi cette commande. C'est dommage, parce qu'il aurait pu faire ça à la gloire de son père, mais bon, il ne l'a pas fait. On a malgré tout ce qu'on considère comme un des chefs-d'œuvre de Rubens. C'est un des chefs-d'œuvre parce que de toute façon, tout ce que fait Rubens c'est souvent considéré comme des chefs-d'œuvre, mais en même temps parce que c'est un tournant très important dans la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, c'est un genre très délicat, puisqu'il s'agit de raconter l'histoire officielle et souvent très arrangée, très loin de la réalité. Et pour cela, Rubens le met magnifiquement en scène et il utilise beaucoup les allégories. Donc ça permet bien sûr de faire passer beaucoup de choses et de prendre beaucoup de distance par rapport à la réalité. Là encore, on peut dire que les fake news, c'est pas une invention récente. Il y a toujours eu ceci, c'est une tentation qui a toujours habité la plupart des politiques. Donc vous voyez, tableau de très grande dimension, 3,94 m de haut, 2,95 m de large. Le roi reçoit le portrait de Marie de Médicis et tombe amoureux d'elle. Alors ça fait un peu sourire évidemment. Et vous avez au-dessus Jupiter et Junon qui bénissent cette prochaine union, et cette Minerve casquée, c'est la France, hein, elle représente la France. Et en fait, il paraît que Henri IV et Marie de Médicis avaient échangé effectivement plusieurs portraits, parce que Henri IV ne voulait pas se marier avec une femme laide. Déjà, elle n'était pas très jeune, elle avait 27 ans, hein, tout de même à l'époque, c'est pas très jeune. Bon, très prestigieuse, mais pas très jeune. Donc il a vu les portraits, il a trouvé qu'elle était pas mal, et quand il a vu en vrai, il l'a trouvé très très bien, et donc c'est pour ça que très vite, il lui a donné des héritiers. Donc ce coup-ci, un autre tableau qui représente la rencontre du roi et de la reine à Lyon, à peine se connaissaient-ils, et là, carrément, Rubens les représente en Jupiter et Junon. Jupiter a les traits d'Henri IV, Junon à les traits de Marie. Donc vous voyez la beauté des drapés, la délicatesse des chairs. Ces tableaux vont servir de modèle à toute la peinture d'histoire jusqu'au XIXe siècle, y compris le XIXe siècle. Tant qu'il y aura de la peinture d'histoire, tant qu'on va considérer que la peinture d'histoire c'est le grand genre, la référence ça va être la galerie Médicis.
La remise de la régence à la reine, alors ça c'est un épisode quand même intéressant. En fait, Henri IV était sur le point de déclarer la guerre à l'Allemagne et presque à toute l'Europe par le jeu des alliances, et il allait mettre le pays à feu et à sang. Beaucoup de gens, bien sûr, étaient contre cette guerre. On sortait des guerres de religion, c'était pas pour faire. Mais le roi, il tenait à tout prix. Et donc, peu de temps avant de partir à la guerre, il confie, d'abord il fait sacrer sa femme reine de France, parce qu'il ne s'était pas pressé pour des raisons là aussi politiques, il l'avait fait, donc il le fait à ce moment-là, en mai 1610, et en mars, 26 mars 1610, il lui confie officiellement la régence, parce qu'il va partir en guerre. Et le lendemain, il est assassiné par Ravaillac. Donc là aussi, on s'est demandé s'il n'y avait pas là derrière tout un complot. Parce que bien sûr, dès qu'il est mort, les préparatifs de guerre ont été arrêtés et la politique de la France a pris une autre direction. Et un autre épisode tout de même assez croustillant de la vie de Marie de Médicis, c'est sa fuite quand elle était exilée à Blois, au château de Blois. Eh bien, elle s'est enfuie en passant par une échelle de corde, elle a failli se rompre les os, et bien sûr, dans le tableau, on la présente au contraire très à l'aise, très décontractée, avec toujours la France qui la protège, et les militaires qui l'accueillent, ben oui, qui l'accueillent forcément, parce qu'elle va, là encore, déclarer la guerre à son fils, le roi, et lever des armées contre lui. Donc ça, c'est à peu près tous les faits d'armes glorieux de Marie de Médicis, ça a été de semer la sédition en son royaume. Donc le Luxembourg reste un très beau palais, c'est le lieu du Sénat, et surtout pour nous Parisiens, enfin Parisiens, pour nous Franciliens, un très beau jardin, et c'est un plaisir, je le disais, d'aller s'y promener. Nous allons maintenant terminer par le château du Louvre, qui continue à se développer comme à toutes les époques. Ici, vous avez une vue d'époque de la fameuse galerie du bord de Seine, la grande galerie, et là, vous apercevez le pont Neuf, avec le Châtelet et les tours de Notre-Dame. Donc, on va aller rapidement sur ces choses maintenant qu'on a déjà vues. À l'époque de François Ier, on fait démolir 2 ailes du Louvre de Charles V pour construire 2 ailes Renaissance, et la fameuse aile Lescaut, qu'on doit à Pierre Lescaut. À l'époque de Catherine de Médicis, on va construire donc sous Henri II, la petite galerie et surtout le château des Tuileries, château magnifique qui, hélas, disparaîtra en 1870. Et à l'époque d'Henri IV, pour Catherine de Médicis, on va construire la grande galerie qui fait 450 mètres, qui permet juste à la reine d'aller discrètement de ses appartements, ici du Louvre, à ses appartements des Tuileries, sans être vue et importunée par les Parisiens et les badauds. Mais c'est juste une galerie en terre battue, il y a des façades, mais il n'y a pas d'habitation. Alors, sous Louis XIII, on va commencer à entreprendre le grand quadrilatère qui quadruplera la superficie initiale du Louvre. Donc, vous voyez ici cette construction. Donc, ça, c'est à l'époque de Louis XIII. Donc voilà, ici, c'est Jacques Lemercier, qu'on a déjà rencontré, qui construira ceci. Il va construire le pavillon de l'horloge et cette nouvelle aile, qui est la copie de l'aile précédente. Voyez là, il se contente de dupliquer ce qu'a fait son prédécesseur, si bien qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir une construction unique.
hein, c'est le tour de force, là, c'est très bien réalisé. On ne voit pas du tout la différence. Et voici un détail du pavillon de l'horloge qu'on doit toujours à Jacques Lemercier, et tandis que les sculptures ici sont faites d'après les modèles de Jacques Sarrazin, hein, qui avait réalisé des modèles en terre cuite, qui ont ensuite été reproduits en beaucoup plus grand par un groupe de sculpteurs de son atelier. Les terres cuites sont maintenant au musée du Louvre. Alors au musée du Louvre, dans la petite galerie, on trouve les appartements de la reine qui ont été refaits pour Anne d'Autriche et qui sont aujourd'hui, qui correspondent aujourd'hui aux salles des antiquités, des sculptures antiques romaines. Donc ça a été profondément remanié. Ça date du 19e siècle, cet agencement. On a conservé les plafonds et leurs dorures et leurs peintures, et on a tout simplement tombé les murs pour obtenir des salles en enfilade pour le musée. Et voici le magnifique plafond des appartements d'Anne d'Autriche, tel qu'on peut le voir aujourd'hui si on lève la tête lorsqu'on se rend dans ces salles pour admirer la Vénus de Milo, qui est juste au bout à droite. Et à ces magnifiques plafonds qu'on ignore presque, sachant qu'on est juste en dessous de la galerie d'Apollon. Donc voilà, parfois au Louvre, un chef-d'œuvre peut en cacher un autre. Hein. On regarde les statues antiques, puis on oublie de lever la tête pour voir ces magnifiques plafonds. Alors, au-delà de ces plafonds, il y avait dans des appartements plus privés, comme par exemple ceux qu'elle pouvait avoir au Val-de-Grâce, des peintures de moins grande taille qui ornaient les murs, comme par exemple celle de Pierre Patel, hein, donc, qui reprenait à la fois des... Alors ça fait penser aussi au travail de Claude Gelée, le Lorrain, hein, qui reprend à la fois des paysages imaginaires antiques, en mettant à l'intérieur des scènes bibliques. Ici, vous voyez Moïse, qui n'est pas encore sauvé des eaux, mais qui va être au contraire précipité dans les eaux du Nil, abandonné par sa mère. Et ici, un autre tableau de Laurent de La Hire. Alors, Pierre Patel et Laurent de La Hire sont des peintres importants de cette époque, qu'on verra peut-être la semaine prochaine. Et... pardon. Et donc, vous voyez, encore une fois, ce décor antique avec, comme prétexte, un sujet tiré de la Bible. Alors, parfois, vraiment, d'une toute petite phrase trouvée dans la Bible, eh bien, on arrive à construire toute une scène, comme ici, celle-ci, hein, où il s'agit de retrouver les idoles dans le coffre de Jacob. Bien sûr, elles n'y sont pas, hein, puisque Jacob suit la religion juive. Et vous voyez ici cette fausse ruine de temple attique. Alors, vous voyez, Laban, je ne trouvais pas ce nom, cherchant ses idoles dans les bagages de Jacob, 1647. Alors, vous voyez, on fait des paysages, on fait de très beaux paysages, mais le paysage en lui-même, on trouve que c'est pas un sujet assez important. Donc, on crée un sujet, si possible religieux, à l'intérieur du paysage. Alors, dans le paysage, on va mettre des ruines antiques pour montrer qu'on est bien savant et qu'on est bien l'art antique, et en même temps, le sujet historique, ça va être un sujet biblique pour montrer, là aussi, sa foi chrétienne. Donc c'est ce mélange-là qui caractérise cette période et qui va durer un certain temps. Et vous remarquerez aussi la sobriété générale, la sobriété générale de ces tableaux, qui ont une rigueur un peu antique, hein, un peu de raideur. C'est typique du côté
on va dire, rigoureux de l'esprit français, l'amour de l'Antiquité et de la rigueur des sculptures antiques, et aussi une certaine austérité dans les sujets. Alors ceci contraste avec la profusion du baroque qui ne s'installe pas beaucoup en France, qui se manifeste ici au Val-de-Grâce, mais qui ne connaîtra pas de véritable développement, parce que ce qui domine en France, derrière, après, au-delà du jansénisme pascalien, c'est l'esprit cartésien, c'est une certaine rigueur, une certaine sobriété et un goût réel pour le classicisme antique. Et c'est ce que nous sentirons encore mieux dans la prochaine conférence sur l'urbanisme et les hôtels particuliers, l'habitat particulier des Parisiens de cette époque. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, au mois prochain, de toute manière. Au revoir.